Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouveau podcast aujourd'hui. Je vais discuter avec un de mes amis que vous connaissez peut-être ou pas pour certains. C'est un monde un petit peu spécifique. On va découvrir le monde du bodybuilding et de l'entrepreneuriat aujourd'hui à travers ce sport avec un de mes amis, Théo Le Guerrier. Théo, je te laisse te présenter. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Et puis, je te laisse te présenter, hein. Bonjour à tous. Merci à toi de m'avoir sollicité pour ce podcast et de discuter un petit peu ensemble autour de tous ces sujets, que ce soit le sport et l'entrepreneuriat. Donc, voilà, moi, Théo Le Guerrier, je suis athlète bodybuilder professionnel depuis déjà 4 ans. Ouais, on est en 2022, ça y est. Et donc voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique la musculation, enfin le culturisme, on va dire à haut niveau. Je suis anciennement gymnaste également, issu des sports-études, etc. Donc on va dire depuis le début sportif, quoi, sur tout point. Et puis maintenant à mon compte aussi également en tant que coach en ligne et athlète. Et du coup, comment dirais-je, comment expliquer ça? Je vends aussi également mon image aujourd'hui dans le sport et dans la supplémentation sportive et l'équipement, quoi. Du coup, on peut dire que tu es plus ou moins influenceur, même si je déteste ce terme, dans le sens où tu représentes des marques parce que les sponsors te permettent aussi de vivre de ton métier. Enfin, ça rajoute toujours du beurre dans les épinards et puis ça te permet vraiment de vivre de ta passion métier qui vraiment, pour le coup, n'est pas forcément quelque chose de très rémunérateur à bas niveau, mais bon, à ton échelle, ça commence à être différent. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens ce que tu as comme objectif là en ligne de mire dans le body pour que voilà, ceux qui ne te connaissent pas comprennent vraiment que tu es à très très haut niveau. Alors, selon moi, très très haut niveau. Peut-être que toi, tu vas être modeste, mais… Écoute, ouais, influenceur, effectivement, c'est vite dit. C'est un mot qui rassemble tout et un peu n'importe quoi. Non, prochainement, on va dire mes objectifs et au niveau auquel j'évolue dans mon sport. Euh, c'est un niveau évidemment international et mondial. Il y a une très grosse ligue américaine qui s'apparente à la NBA pour le basket, donc il y a une ligue fermée où il décerne du coup voilà les droits d'entrée avec une carte professionnelle, chose que j'ai obtenue donc en 2018 à Las Vegas. Et actuellement, tous les ans, on a le Mister Olympia qui se déroule, donc qui est une compétition qui s'apparente en fait au Super Bowl, au Super Bowl dans le football américain. C'est la plus grosse compétition au monde, donc qui rassemble tous les meilleurs athlètes de la planète et qui se déroule du coup aux États-Unis. C'est vraiment un main event énorme. Par exemple, pour donner un exemple, pour que ça parle un petit peu aux gens, le prize money, par exemple, pour la personne qui remporte le show, c'est quand même plus de 400 000 dollars. Donc, on est quand même sur du bel événement. Et donc, on a en général les plus gros athlètes de la planète qui s'y retrouvent, donc les gagnants des concours professionnels et ceux qui sont qualifiés au championnat. Et l'année dernière, à une place près, j'aurais pu me qualifier pour ce championnat-là. Donc, au classement mondial, je suis entre le 20 et 21e place mondiale sur l'année 2021, quoi. Et donc, première place en France. T'es en quelle catégorie, toi, pour ceux qui ne connaissent pas trop le truc? Alors, en fait, dans le culturisme, chez les hommes, on a plusieurs catégories. On a les catégories men's physique. Donc, c'est une catégorie avec les hommes qui sont en board short, c'est-à-dire short de plage un petit peu, quoi. Après, on a les classiques physiques qui sont une catégorie avec un rapport poids-taille qui s'apparente un peu au bodybuilding des années, on va dire 70, 80. Donc voilà, là, il y a un rapport poids-taille à respecter. Et après, comme en boxe, on a un peu les poids lourds, les open bodybuilding, où là,
on a tous les plus gros bodybuilders de la planète, et c'est dans cette catégorie-là que j'évolue. Comment tu t'es fixé cet objectif? Déjà, est-ce que c'est un truc que tu t'es dit dès le départ, quand tu t'es lancé dans le body, je veux faire Olympia? Ou alors est-ce que c'est venu petit à petit? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment cette foi en cet objectif qui est quand même bah, le plus gros objectif possible dans ton sport? Bah, Et comment t'en es arrivé là en fait? en fait, je me suis jamais mis pour objectif d'être professionnel ou de faire Mister Olympia. En fait, au début de ma carrière, je pratiquais vraiment la musculation comme ça. Après, c'est venu un petit peu au fur et à mesure. J'ai commencé à faire des compétitions. Étant déjà avant gymnase de haut niveau, j'ai toujours aimé la compétition. Donc pour moi, ça a été un petit peu une deuxième nature d'aller déjà concourir après la musculation pour me confronter à d'autres athlètes, parce que j'avais besoin de ça, et que ce soit de la compétition ou du défi. Et puis en fait, j'ai fait mon chemin petit à petit avec des objectifs, on va dire vraiment à court terme. Je ne me suis jamais projeté à long terme initialement. C'était vraiment des objectifs à court terme, donc sans me mettre une pression monumentale, parce qu'en fait, je voulais vraiment pas me frustrer dans ce sport-là via des résultats sportifs ou des objectifs que j'arrivais pas à remplir. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, clairement, les Français qui ont participé à Mister Olympia, il y en a que 6, quoi. 5 ou 6 depuis la création de ce concours-là dans les années 60. Donc, ça représente vraiment une poignée de personnes, que ce soit dans le monde ou et encore moins en France. Parce que depuis les années 60, 5 ou 6 personnes qui ont participé, c'est quand même très, très peu. Donc, je ne me suis pas fixé cet objectif-là initialement parce que je n'avais pas envie de me frustrer en faisant ça. J'avais envie de garder cet aspect plaisir et de profiter à chaque fois des paliers entre guillemets, que je validais, quoi. Comment ça s'est passé ta première compétition? Qu'est-ce qui t'a amené à faire la première compète de body? En fait, la première compétition, vraiment, enfin, ce qui m'y a amené, j'étais juste dans une salle à Rennes, justement, où à l'époque, c'était une salle qui n'existait plus, 36 Boulevard. Et moi, j'étais allé tout simplement pour me dépenser. J'avais commencé à travailler assez tôt. Et comme la gym n'était pas un sport professionnel, évidemment, il fallait que je bosse. Donc, je me suis mis à la musculation à côté. C'était plus simple pour moi pour les horaires, etc. Et puis, je voulais garder un physique quand même athlétique, etc. Mais comme j'avais évidemment envie de me dépasser, déjà, premièrement, à la salle, j'avais envie de faire des performances, quoi. Donc, à chaque fois que j'avais commencé des séries ou quoi que ce soit, j'essayais de mettre de plus en plus lourd, de faire de plus en plus. Et on m'a dit tout simplement qu'il y avait des compétitions qui existaient et que apparemment j'avais un peu le physique ou le potentiel, en tout cas pour en réaliser. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des compétitions et je me suis dit, OK, bah, let's go, je vais en faire une pour essayer, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de me motiver là-dedans et d'essayer de faire un truc, puis surtout retrouver un peu cette adrénaline-là de compétition, des concours avant en gymnastique avec cette adrénaline, ce stress qui peut monter là, qui, moi, en fait, est clairement un moteur dans ma vie, quoi. On voit quand on te connaît que tu es quelqu'un qui aime la compétition, tu aimes bien te comparer aux autres, mais au final, tu te compares à toi-même, mais tu aimes bien te mettre en compétition avec les autres. Tu avais quel âge quand tu as commencé la musculation vers le body, du coup? Et tu peux nous redire ton âge actuellement, parce que les gens ne pensent pas que tu es aussi jeune que tu es, je pense. Merci, je ne sais pas comment le prendre alors. Mais, du coup, non, j'ai commencé la musculation à l'âge de 17 ans, on va dire. À l'âge de 17 ans. Et aujourd'hui, du coup, j'en ai 29. Au début, je pratiquais pas la musculation voilà, avec un grand sérieux comme aujourd'hui, ou surtout des connaissances, quoi. J'étais un peu comme tous les jeunes. Je voulais avoir un bon physique. Alors, j'allais faire de l'épec 3 fois par semaine pour essayer de bien remplir mes t-shirts, quoi. Mais donc voilà, j'ai oublié la suite, d'ailleurs. Je m'écoute vachement, en fait. T'as dit que la question, c'était quand est-ce que tu as commencé? C'était 17 ans, c'est ça, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je crois que tu parlais de concurrence, voilà, avec les autres aussi. C'est là-dessus, je crois que je voulais réagir. Dans le sens où, oui, effectivement, c'est se comparer aux autres et, comme tu dis, se comparer aussi surtout à soi-même. C'est une meilleure version de soi-même à chaque fois. Et comment dirais-je, le fait de se comparer aux autres, t'as rien comment dirais-je, de malsain, comme dans la vie de tous les jours, quand on le fait, en tout cas, d'un point de vue compétition. En fait, on est vraiment, ça s'apparente au jeu plus qu'à une comparaison
qu'on pourrait se faire, genre ouais, pourquoi lui il a ci ou il a ça, ou il réussit mieux dans sa vie et moi moins bien. Là, on parle vraiment d'une comparaison comme un jeu, comme si tu allais faire un karting avec tes potes et que tu voulais être le mec qui fait le meilleur chrono, quoi. Ouais, mais ça t'anime. T'es ce genre de mec qui, si tu fais un paintball ou un karting avec tes potes, tu vas vouloir gagner. Ah, évidemment. Ah, par contre, moi, je suis dans la compète dans tout ce que je fais. C'est clair. Mais je crois que si tu n'as pas ça en toi, de toute façon, tu peux pas réussir dans le sport, je pense, hein. Bah, enfin, surtout dans un sport qui est aussi exigeant que le tien en termes de rigueur quotidienne et surtout sur le long terme, en fait, parce que c'est un travail de longue haleine, tout ce que tu fais. Donc, je pense qu'il faut quand même se tenir à quelque chose d'assez rigoureux quand tu vois la diète, quand tu vois l'entraînement. Alors, je ne suis pas sûr que Ouais, c'est l'entraînement, ce ça, soit parce le que plus là, dur, mais on parlait de comparaison avec les gens, mais par exemple, tu vas faire un foot ou quoi que ce soit, tu es directement confronté à ton adversaire dans cette performance-là, même à l'entraînement, par rapport aux gens qui jouent au même poste que toi, ou avec tout simplement tes coéquipiers, quoi. Bref, tu es tout le temps en confrontation directe avec quelqu'un. C'est vrai que là, en l'occurrence, pour le sport que je pratique, moi, la confrontation directe, elle va vraiment se passer sur scène. Et sur scène, c'est vraiment c'est 5% de ce que je fais dans l'année, quoi, finalement. Donc, tout le reste du temps, en fait, je suis en compétition avec moi-même à la salle, à essayer d'être plus fort que ce que j'étais, à essayer de pousser mon physique plus loin, mes performances plus loin, et dans la diététique, effectivement, au quotidien, que ce soit dans le régime de prise de masse musculaire dit de sèche, où là, effectivement, c'est pareil, quoi. Je vais soit ne pas avoir faim, ne pas avoir envie de manger, devoir me forcer un petit peu, ou justement péter la dalle et comment dirais-je, et essayer de rester là-dessus sans faire aucun écart. Et ça, au final, le combat, il se fait vraiment avec moi-même, quoi. on vient de passer les périodes de fête. Là, je rebondis direct sur ce que tu as dit. Est-ce que toi, tu arrives, malgré ces périodes où tu peux retrouver ta famille, etc. Bon, là, je sais que cette année, pour toi, c'était un peu complexe. Covid, Covid oblige. Mais Ouais. est-ce que tu arrives à relâcher, on va mettre ça entre gros guillemets, la pression autour de la diète et de l'entraînement? Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que c'est toujours strict, tu suis le plan et tu n'y déroges absolument pas? Bah, en fait, ça tout dépend de la période dans laquelle je suis. Ça m'est arrivé de faire les fêtes et d'avoir des compétitions juste après. Donc, je me rappelle, je crois que j'avais fait les compétitions en janvier. Et en janvier, je crois que j'avais dû partir en Tunisie et février en Inde. Et là, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de fête pour moi, quoi. En tout cas, au niveau diététique. Donc, effectivement, ça s'est passé avec mes tupperwares et sans alcool, etc., etc. Maintenant, voilà, comme je disais, tout dépend de la période. Moi, je suis sérieux toute l'année parce que clairement, enfin, je suis au régime en fait toute l'année parce que j'optimise vraiment mon alimentation pour ce que je suis en train de faire à chaque fois, que ce soit perdre du poids, prendre de la masse ou me stabiliser. Donc aujourd'hui, tout est pesé et réglé. Mais le fait que je sois sérieux toute l'année et que les fêtes souvent tombent maintenant un petit peu dans ma saison basse, effectivement, par contre, je vais pouvoir, comment dirais-je, manger normalement pour Noël ou pour le Nouvel An, tout en me faisant plaisir du fait que justement j'ai construit vraiment tout le reste de l'année aussi quelque chose de très sérieux, quoi. C'est effectivement, il n'y a pas de problème à aller relâcher pendant les fêtes si on n'a pas d'échéance qui arrive, surtout si on est sérieux vraiment tout le reste du temps, quoi. Déjà de un, ça fait du bien mentalement, parce que le mental joue quand même une part très importante aussi dans tout ce qu'on fait. Et en tout cas, pour ce qui est de l'entraînement, ça, en revanche, j'essaie toujours de m'y tenir. Des fois, je relâche un petit peu parce qu'il faut que je m'enlève un petit peu de stress musculaire et donc réduire un petit peu l'entraînement, surtout quand je suis hors saison, après toute une longue saison de compétition où là, mon corps vraiment a été en stress pendant des mois et des mois, à s'entraîner tous les jours, à avoir un régime très strict, etc. Donc, ça m'arrive des fois de relâcher. Je vais pouvoir couper pendant une semaine, 15 jours. Mais en revanche, après, même quand des fois, je reviens justement en Bretagne pour voir la famille, etc. Même si des fois, je peux m'entraîner un petit peu moins ou un jour, je ne vais pas aller à la salle, je vais quand même essayer d'avoir une activité physique, cardiovasculaire, par exemple avec du cardio à jeun, ce genre de choses-là, quoi. Ok, on va rester sur l'entraînement et le rythme que tu as actuellement dans ton objectif pour Olympia avant de dériver gentiment sur le travail et tout ce qui est professionnel, etc. Même si pour toi, les deux s'entremêlent. Ça ressemble à quoi une journée type de Théo en vue de préparer Olympia qui va se dérouler en 2022 là. Donc, vraiment une journée type, on va dire, vraiment sur le côté sportif, en préparation. Là, hors saison, le matin,
ça va, parce que ça me laisse un petit peu plus de temps pour toutes mes activités professionnelles. Mais je me lève directement, la première chose que je fais, je vais me faire à manger. C'est le nerf de la guerre. Je mange de toute façon 6 à 7 fois par jour, donc c'est toutes les 2h30, 3 heures. Et la première chose que je fais après une bonne nuit de sommeil, c'est justement d'aller petit déjeuner, de prendre toute ma routine au niveau des compléments alimentaires, déjà au lever et même à jeun. Juste avant de manger, je vais boire pas mal d'eau pour me réhydrater après une bonne nuit, prendre tous mes compléments, que ce soit du collagène, etc., pour après petit déjeuner tranquillement. Là, en ce moment, ça me laisse le temps le matin comment dirais-je, de m'occuper de mes activités professionnelles annexes. Et après, je vais aller à l'entraînement tranquillement. Là, l'entraînement, j'en ai pour 1h30, 2 heures, on va dire. Et puis, en général, faire l'entraînement, je vais faire soit un petit peu de cardio, soit du stretching, ou sinon du massage deep tissu, on va dire, avec mon masseur qui vient. Ça, c'est vraiment pour la partie hors saison. Après, pareil, je vais rentrer, je vais me remettre à bosser, je vais manger encore et encore et essayer de me coucher pour avoir une bonne nuit de sommeil. Mais là, on va dire que c'est vraiment la partie facile. C'est pas la partie la plus, comment dirais-je, la plus fournie en termes de travail pour la préparation. Par contre, le fait de prendre du poids et de s'entraîner lourd, ça va amener vraiment une grosse fatigue. Le fait d'être en digestion toute la journée, voilà, c'est une partie où tu prends 5, 10 kilos, effectivement, tu es beaucoup plus fatigué. Et après, par contre, quand j'entre vraiment dans ma préparation pour les concours, et là, cette année pour Olympia, ce sera le matin, avant le petit déjeuner. En revanche, là, je vais aller faire du cardio training à jeun. Donc, marcher, que ce soit une demi-heure, marcher à jeun sur la marche rapide, du moins soutenue. Et après, en général, je vais souvent faire une cryothérapie le matin aussi. Cryothérapie pour vraiment déjà, ça va me faire brûler les calories, ça va me permettre de vraiment mieux récupérer parce que le corps vraiment en a besoin. Moi, en tout cas, ça fonctionne bien, même pour le sommeil également et pour tous les petits bobos et les petites douleurs. Donc, je vais faire une cryothérapie le matin. Après, je rentre. Souvent, je vais me faire une séance de pression-thérapie pour les jambes, justement chez moi, après le repas, avec une sieste en général d'une demi-heure. Et juste après, ça me laisse le temps du coup de me réveiller, de remanger, de retourner à la salle, etc., etc., quoi. Donc, c'est vrai qu'en pleine saison, en fait, le planning, il est vraiment serré, on va dire, et tout est fait pour que mon corps, en tout cas, évolue dans le bon sens, quoi. Hein, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu peux nous dire à peu près là combien tu pèses et quelle taille tu fais pour que les gens se rendent compte en réalité de ce que la vie dans un corps de bodybuilder en open comme toi, en poids lourd, Dans un corps peut d'handicapé. être. Ouais, est-ce que c'est le terme d'ailleurs? Bah, pas loin, hein, pas loin. Très honnêtement, ça dépend pourquoi, mais effectivement, bah, évidemment, il y a des pertes de mobilité qui se font, hein, ça c'est évident. Non, aujourd'hui, je mesure, je me suis pas, franchement, je ne vais pas mesurer depuis une éternité, mais je suis entre 1,79 et 1,80 normalement. Et comment dirais-je là pour le poids, je me suis pesé hier. Bon, c'était pas à jeun, c'était dans la journée, mais j'étais à 133 kilos. Donc ça fait quand même pas mal de poids. Quand tu commences à faire 50 kilos de plus que ta taille, même plus que ça, attends. Ouais, si, ça 50 kilos de plus que ta taille. Bah, de toute façon, tu es censé être en obésité, hein, clairement, dans les rapports. Donc, moi, en tout cas, je tombais dans l'obésité morbide pour le vaccin. Donc, j'étais sur les primo-accédants là-dessus, quoi. Mais après, bah, c'est pas compliqué, quoi. J'ai envie de dire, pour que quelqu'un s'en rende compte, tu charges un sac à dos avec 30 kilos et puis tu le mets sur ton dos et tu vas marcher toute une journée avec, quoi. Voilà, moi, c'est le poids que je me traîne à peu près au quotidien. Donc, évidemment, c'est bien réparti, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. C'est sûr que si tu vas faire du shopping toute la journée, aller te balader en ville toute une journée, bah, toi, à la fin de la journée, tu es éclaté, quoi, tout simplement, parce que on va dire que le moindre mouvement que je fais, qui va représenter peu de calories pour quelqu'un, moi, ça va être le double ou le triple. Donc évidemment, que ce soit physiologique ou cardiovasculaire, moi, je suis tout le temps en action, quoi. Donc, même au repos, je brûle des calories. Et puis, ouais, c'est clair il y a des tâches qui sont plus compliquées que d'autres, genre, par exemple, faire ses lacets ou mettre ses chaussettes, tu vois, là, ça devient ça devient compliqué, quoi.
Alors, je posais cette question à Théo. Moi, on se connaît très bien en vrai, donc sa réponse, je la connaissais, mais c'est pour que vous vous rendiez compte, en fait, avoir un physique hors norme comme ça, c'est pas forcément une rigolade tous les jours. Est-ce que toi, tu t'es fixé une limite en termes, je vais dire d'âge, mais je sais pas si c'est le mot, tu vois, où à un moment, il faudra que bah voilà, que tu perdes du poids ou que tu te remettes dans un corps plus lambda, même si tu seras jamais lambda, évidemment, euh, pour le bien de ta santé, vraiment sur le long terme, etc. Est-ce que tu t'es dit, à 40 piges, c'est fini de peser 130 plombes ou ce genre de choses, tu n'y penses pas forcément? Bah, très honnêtement, j'en ai strictement aucune idée pour l'instant. Après, pas dans le sens où je m'en fous de ma santé, mais c'est vraiment pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, je suis suivi médicalement de toute façon. Donc, ouais, je fais des prises de sang très régulières, des échographies, un suivi cardiaque aussi également. Donc, moi, aujourd'hui, je suis, même par rapport à quelqu'un de lambda, moi, je suis au courant exactement de ce qui se passe dans mon corps et comment il réagit, contrairement à 90% des gens dans la population. Donc, aujourd'hui, je fais très attention. Je bois pas d'alcool très occasionnellement, du coup, et vraiment pour le plaisir. Je fume pas. J'ai fumé, mais je ne fume plus, du coup, en partie pour ça. J'ai arrêté de fumer vraiment pour une question de santé, tout simplement, parce que voilà, il y a un moment, il faut aussi être réaliste. C'est vrai que faire 50 kilos de plus que sa taille, même si c'est du muscle, bah, évidemment, ça reste quand même quelque chose de nocif, entre guillemets. On va dire qu'on augmente les risques. Donc, je ne vais pas me rajouter encore des risques à aller fumer ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais après, non, j'ai pas spécialement pensé à ça pour après. Ça dépend parce que le bodybuilding, on va dire que tu atteins ton prime vers 35 ans. Donc c'est un sport qu'on peut pratiquer quand même à relativement vieux. Il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans aujourd'hui au Mister Olympia. Donc tout dépendra, si tu veux, du bénéfice que je pourrais tirer de tout ça, quoi. Si jamais ça m'est encore bénéfique de faire des compétitions, si je suis encore dans le coup, et si évidemment ça me fait gagner, on va dire, bah, tout simplement des prix, de l'argent et tout ce qui s'ensuit, ce serait une bonne chose. Et si le jeu n'en vaut pas la chandelle et que j'aurais d'autres choses à faire et d'autres axes professionnels à côté, évidemment que après je me remettrai dans un corps entre guillemets plus lambda, même si comme tu l'as dit, une fois qu'on sait que notre corps est un outil et qu'on est compétiteur et quoi que ce soit, même un corps lambda, on a envie d'en tirer le plus de performances possible. Donc même en étant plus léger ou quoi que ce soit, j'essaierai de m'entraîner pour être performant, en tout cas sur plein d'autres choses, quoi. Bon, ça m'étonne pas vis-à-vis de ton côté compétiteur, etc. Moi, je sais, pour te connaître personnellement, que tu es quelqu'un de très débrouillard qui a travaillé très tôt. Alors, je parle pas du sport, là, je parle d'un point de vue professionnel, qui a lancé pas mal de business, etc. Pourquoi tu fais tout ça? En vrai, qu'est-ce qui te motive à aller chercher Olympia au-delà ou pas forcément au-delà, hein, ça dépend vraiment de toi, de ta réponse, des 400K dont tu nous as parlé tout à l'heure en termes d'oseille, parce que c'est énormément d'argent. J'espère que vous vous en rendez compte quand vous écoutez ce podcast. 400K, si tu as 400K, tu peux être bien toute ta vie si tu es assez intelligent avec ta gestion des sous, on va En dire. général, quand tu gagnes les 400 000, tu as au moins la même chose, si ce n'est pas le double en contrat derrière, quoi. En plus, donc tu prends beaucoup plus d'oseille que ça. Est-ce que c'est l'argent parce que c'est ton métier et ce serait mentir que de s'en cacher, tu vois? Est-ce que c'est l'argent qui te motive? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est le process qui t'amène vers tout ça? Est-ce que c'est l'expérience, etc. De toute façon, moi, encore une fois, hein, te connaissant, je sais que si jamais tout ça, ça s'arrête, tu trouveras toujours quelque chose pour rebondir de complètement différent et c'est intéressant de voir ta vision là-dessus, quoi. Mais en fait, si tu veux, moi, ce qui me motive, entre guillemets, c'est la réussite et l'histoire humaine qu'il y a autour. Et pour être très honnête, là, c'est le bodybuilding. Mais je me serais mis à faire un peu de rugby ou machin. Je me serais dit, vas-y, je vais aller faire la Coupe du Monde, quoi. Demain, je me dis, vas-y, je vais faire du lancer de poids. Je dis, vas-y, je vais aller faire les JO, quoi. C'est, en fait, si tu veux, c'est un état d'esprit. Donc voilà, je suis dans le bodybuilding parce que ça s'est passé comme ça. Que j'y étais, qu'il y avait une porte qui était entrouverte et je dis, bon, vas-y, j'y vais et je casse tout. Mais, euh, mais si tu veux, je me suis retrouvé sur une piste d'athlétisme ou sur un terrain, j'aurais fait exactement la même chose. En fait, ce qui me plaît, je suis pas vraiment auto-centré sur un sport ou quoi que ce soit. Je suis vraiment branché dans la performance et dans la réussite. Donc, ce qui va me motiver, c'est ça. C'est comme quand je regarde, c'est con, un film sur Netflix ou quoi que ce soit. Ce que je kiffe, c'est regarder les trucs genre tirés de faits réels, quoi.
Moi, ça me fait dreamer. Ce que je veux, c'est des histoires. Je veux des mecs qui ont des histoires, des vies incroyables. Et c'est ça qui m'attire. Donc, après, que ce soit dans le bodybuilding ou dans toute autre chose. Et comme tu as dit, dans le travail, moi, j'ai commencé à travailler très tôt, à l'âge de 15 ans. J'ai acheté mon premier appart à 19, etc. Et initialement, je voulais acheter des restaurants. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Mais si ça s'était passé comme ça, en tout cas, j'aurais pu être propriétaire de mon resto à 21, 22 ans. Donc, mais voilà, ce que j'aime, c'est juste faire des choses, réussir et tout le temps avancer, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps avancer. Je pense que c'est une soif d'entreprendre. Et évidemment, après, il y a une notion de, c'est pas de la popularité, mais c'est effectivement, après, je pense que faut pas se cacher. Il y a quand même aussi une question, aussi des fois d'ego là-dedans où on a envie que les gens aussi puissent reconnaître une réussite, que ce soit dans sa famille, ses proches ou des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Mais évidemment qu'il y a aussi un moteur là-dessus, ce serait se mentir. De toute façon, tout sportif ou toute personne qui réussit a forcément un peu d'ego, sinon il ne réussirait pas, c'est pas possible. Mais voilà, que ce soit dans le sport ou dans le professionnel, j'ai toujours été animé par cette chose-là, faire des choses qui n'étaient pas faites avant, ou faire des choses que les gens disent ouais, c'est compliqué, ou tu n'y arriveras pas, ou etc., etc. Et montrer à tout le monde que tu peux faire des trucs incroyables. Quoi. Donc voilà, que ce soit avant professionnel, comme je te disais, avec la restauration, j'ai géré un bar de nuit, j'avais quoi je sais pas, 24 ans, je crois, tu vois, j'avais en gestion. Enfin bon, après, j'ai ouvert une société d'événementiel, etc. Donc, et ça marchait très bien en plus de ça. Donc, j'étais partenaire avec une grosse société de sécurité. J'allais des contrats avec le Stade Rennais, le Stade à Angers, que ce soit avec Porsche, etc. pour des événements. Donc, pas rien non plus. Et pour autant, j'étais pas très âgé. J'avais jamais fait ça avant, quoi. Donc, je suis quelqu'un d'autodidacte et même professionnellement parlant, ça m'aurait plu en fait de faire tous les métiers, quoi. Comme ça m'aurait plu de faire tous les sports. Mais à chaque fois, pousser le curseur au maximum. Est-ce que tu t'as dit que tu aimais bien montrer aux gens qui te disaient que tu ne pouvais pas y arriver, etc., que bah, tu pouvais le faire, que tout était réalisable? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ou qui te disent encore que ce que tu comptes faire est impossible? Plus maintenant. Plus maintenant. Euh, mais ça a pu arriver quand j'étais plus jeune. Enfin, des gens ne le comprennent pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'arrive parce que euh, les gens, en fait, c'est bizarre, mais en fait, tout le monde n'a pas la même capacité à croire entre guillemets en l'impossible. Alors, il n'y a pas d'impossible, hein, tu vois. Mais dès que ça sort un petit peu du cadre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir réfléchir dans ce sens-là. Ça sort hors du cadre, du commun un petit peu de monsieur et madame tout le monde. Et je sais pas si c'est une question d'éducation ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se projeter là-dedans et ils n'arrivent pas au final à y croire, tu vois. Donc tu vas raconter des trucs, les gens ils vont te dire oui, 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 mais en fait ils y croient pas au fond de ce que tu leur racontes, tu vois, ce que tu peux faire. Ils y croient pas et le jour où ils voient que ça commence à fonctionner, ils se disent putain merde, ah ouais, en fait, effectivement quoi. Mais tu vois aujourd'hui, pour que tout le monde se mette d'accord sur le fait qu'effectivement je puisse y arriver, il faut que je fasse partie du top 20 mondial et que je sois numéro 1 français. Donc tu vois, entre-temps, il y a quand même plusieurs étapes. Et c'est pas pour autant que les gens me suivaient, quoi. Donc, pour te dire qu'il en faut quand même beaucoup avant que les gens vraiment te croient. Après, peut-être aussi, on parle d'un sport, le culturisme, qui est pas, c'est pas un, c'est pas un sport qui est connu, tu vois, et encore moins en France. Donc, évidemment, j'aurais été dans le foot et j'aurais été en centre de formation à Clairefontaine. Il y a quand même beaucoup de gens, à mon avis, qui se seraient dit, ouais, ok, c'est peut-être possible qu'un jour ils finissent en équipe de France ou en Ligue 1, tu vois. Mais, mais bon, voilà, ouais, c'est cette capacité vraiment à se dire que rien n'est impossible, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, alors je sais pas, soit ils en ont peur peut-être parce que ça les ferait se remettre en question, euh, soit ouais, je sais pas, ils manquent un petit peu d'ambition peut-être, ou ils sont peut-être toujours simplement bien comme ça, mais en tout cas ils ont du mal à se projeter dans ce genre de choses. En fait, je pense que les gens qui te disent ça, tu vois, c'est ils se mettent à ta place et ils se disent, moi, je ne serais pas capable. Et du coup, ils vont dire, bah, c'est pas possible ce que tu fais. Alors qu'en fait, bah, ils sont pas à ta place parce qu'ils n'ont pas ta volonté, ils n'ont pas ta détermination, ils n'ont pas ton expérience et tout ça. Et du coup, c'est compliqué des fois de se rendre compte que chacun peut faire des choses assez incroyables. J'en reviens pour les auditeurs au podcast qui est sorti avant celui-ci avec Anne-Laure Coutanceau. Anne-Laure qui est une de mes amies qui manque un bras et qui a fait les CrossFit Games en catégorie adaptive, etc. Anne-Laure, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, du coup, a un handicap physique et qui est capable de faire des muscle-up, etc. Et clairement, quand on la voit, on peut se dire que c'est impossible
de faire des muscle-up, impossible de faire de l'haltérophilie, etc. Pour autant, elle y arrive et on lui a longtemps dit que c'était impossible. Donc, je vous invite à aller écouter ce podcast qui était assez intéressant. Est-ce que tu ne penses pas que tout ça, Théo, ça vient de ton éducation? Parce que connaissant bien ton petit frère qui suit une voie différente, évidemment, mais qui est aussi quelqu'un de très entrepreneur et qui vise le haut de son panier, du moins dans la niche qu'il fait en tant que préparateur physique. Est-ce que ça ne vient pas d'un état d'esprit, tu vois, plutôt de famille, d'éducation, etc. Ce n'est pas des valeurs qu'on t'a inculquées quand tu as grandi? Très honnêtement, je sais pas. Parce que après, mes autres frères, ils performent aussi dans ce qu'ils font. Mon grand frère, professionnellement, dans ce qu'il fait. Tu vois, il est monteur vidéo, etc. Et au final, il est monteur de toutes les plus grosses émissions et les plus grosses productions télé en France. Et il travaille notamment pour Netflix aussi, ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un vraiment de. Tu parles des monteurs connus à Paris, il fait partie des 5, quoi, tu vois. Mais donc, je sais pas si je. Évidemment, il y a quelque chose. Dans l'éducation, je pense que sur mes parents, ils m'ont pas appris à penser comme ça. Par contre, c'est les gens qui nous ont en fait très certainement encouragés dans ce qu'on faisait et qu'on avait l'opportunité, qu'on avait la chance de pouvoir faire ce qu'on aimait, tu vois. Et après, ils étaient derrière nous là-dedans. Donc, en fait, je pense qu'on déjà, nous, ça nous a pas fixé de limite. On n'a pas eu de peur ou de crainte à aller dans ce qu'on aimait. Après, ils nous ont jamais inculqué ce truc à l'américaine, tu vois. Mais c'est des gens qui nous ont pas fermé les portes et qui étaient derrière nous et nous ont aidés dans tout ce qu'on faisait. Donc voilà, demain, j'aurais voulu faire n'importe quel sport ou n'importe quel truc, je l'aurais fait. Mes parents, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Mon grand frère, pareil, il était parti en pôle. Financièrement, ça coûtait cher. C'était compliqué pour nous, mais on le faisait, en tout cas pour mon grand frère, etc. Donc voilà, on a toujours été soutenus là-dedans. Et c'est vrai que mon petit frère, comme tu dis, pareil, lui, a pris aussi cette voie-là, entre guillemets, de la réussite dans ce qu'il fait. Mais là, pour le coup, lui avait déjà cet état d'esprit. Il a été en équipe nationale aussi en gymnastique. C'est juste qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et par contre, il était ancré un peu dans cet esprit de société où effectivement, il fallait qu'il se trouve un travail. Et il rêvait pas de très grand, en fait. Il rêvait pas de grand. Et je me rappelle, et lui, un jour, si tu le revois, d'ailleurs, tu pourras lui demander. Mais c'était justement mon père qui m'a demandé si je pouvais aller discuter avec mon petit frère. Et je suis allé manger au restaurant avec lui. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que, en fait, il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, tu vois. Et c'était vraiment, c'était un moment assez émouvant parce que il était vraiment perdu, mais pour de vrai, c'est pas un flemmard, c'est un mec qui bosse et tout. Et je l'ai vraiment vu dans ses yeux et il s'est mis à pleurer, tu vois, parce que il savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie et il était angoissé là-dedans. Et je l'ai vu pleurer devant moi, ça me fait quand même tout drôle. Et je lui ai demandé, je lui ai posé une question, je dis demain, tu sais quoi ton rêve? Il me dit comment ça, tu vois? Ben, je dis, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu rêves de quoi? Il me dit, ouais, je sais pas, être prof, enfin coach, tu vois. Je dis, non, c'est pas un rêve, ça, tu vois. Il me dit, bah, je sais pas, j'aimerais bien, je sais pas, diriger une salle ou, tu vois, directeur d'une salle. Bah, je dis, non, mais je dis ça, c'est pas un rêve non plus, ça, tu vois. Et je dis, écoute, je te demande, c'est quoi ton rêve? Dis-moi, si tu fermes les yeux, comme quand je te dis, tu gagnes à l'euro million, qu'est-ce que tu ferais? Si là, demain, si tu avais l'opportunité de faire ce que tu voulais, ce serait quoi ton rêve? Et il m'a dit, bah, j'aimerais bien être préparateur physique de l'équipe de France de foot. Bah, je lui dis, bah, écoute, aujourd'hui, tu as 20 ans. Et ben, j'y c'est parti. J'y c'est parti. Le mec, au début, qui a voulu faire préparateur de l'équipe de France de foot et qui est aujourd'hui, il a eu ton âge et il a démarré maintenant. Il n'y a aucune raison pour toi de n'y arrives pas. Si au jour d'aujourd'hui, c'est ce que tu souhaites, eh ben, tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprendras ira dans ce sens-là. Et au mieux, tu finiras en Ligue 1, tu vois, ou au pire en Ligue 2, mais, mais tu peux y arriver. Et il y a des mecs qui l'ont fait dans tous les pays et des préparateurs physiques de l'équipe de France de football. Il y en a à chaque entraîneur différent, tu vois, ou dans des grands clubs européens de foot. Donc voilà, je lui dis, bah, écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est parti. On sait comment il faut le faire pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Chaque métier ou chaque chose comme ça, on sait ce qu'il faut faire pour y arriver. Il y a un parcours à réaliser, il y a certaines études à faire, certaines écoles à faire, tu as certaines performances à faire, et il y a juste après à bosser, tu vois. Maintenant, si tu en as vraiment envie et que tu bosses et que tu suis ce parcours-là, pourquoi tu n'y arriverais pas? Pourquoi tu n'y arriverais pas? Il y a pas un jour quelqu'un qui descend du ciel, qui te prend la main et qui dit, tiens, vas-y, je vais te mettre à ce poste-là, tu vois, ou le ticket d'or de Willy Wonka, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Donc,
Tu as un parcours qui t'est donné, on le connaît tous, tu vois, pour arriver à telle ou telle chose. Maintenant, c'est est-ce que tu es capable de le faire? C'est juste ça la question. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, du moins 2022, tout est possible à qui s'en donne les moyens. Bien sûr. Euh, Vraiment, c'est un truc on peut pas se cacher derrière. Non, c'est impossible. Maintenant, tout est atteignable avec un minimum de travail, évidemment. Et je suis sûr qu'il y arrivera parce qu'il fait du très bon taf. Et c'était exactement à cette histoire que je pensais, même si je la connaissais pas dans les détails, évidemment. Est-ce que toi, en grandissant ou encore actuellement, tu nous as dit que tu étais inspiré par les films avec des vraies histoires. Moi aussi, j'adore, tu vois, par exemple, le reportage Netflix sur Conor McGregor. Je peux le regarder. Franchement, je pourrais le regarder 2 fois par jour, tu vois. C'est un truc, ça me rend dingue. Est-ce que tu as eu des idoles? Alors, j'aime pas ce terme, idole, mais est-ce que tu as eu des espèces de mentors, des personnes qui t'ont inspiré, des personnalités connues ou pas, hein, d'ailleurs, qui t'ont inspiré à garder la motivation ou voilà, des fois, tu as des petites pertes de motivation, tu es un petit peu moins déter, etc., de garder cette motive. Est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit comme ça? Ouais. Après, tu vois, j'ai déjà eu, j'ai eu pardon, cette discussion-là il n'y a pas longtemps, justement, avec quelqu'un. Et dans le sens où, genre, ouais, les gens que tu admires machin. Il y a des gens qui m'inspirent, tu vois. Et effectivement, j'ai eu cette discussion parce qu'on me demandait dans le bodybuilding quel était ton athlète préféré. Ben, je dis, ça dépend en fait de quoi on parle. Parce que, genre, c'est comme les footballeurs préférés, tu vois. Je vais aimer, je prends le football, désolé, mais parce qu'en fait, c'est ce qui parle à le plus de gens, tu vois. Mais tu vas aimer regarder quelqu'un jouer. Et c'est pas pourtant que tu aimes sa personnalité ou ce qu'il fait à côté dans sa vie, tu vois. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Il y a des sportifs que j'admire, soit par leurs résultats et parce qu'ils ont fait dans leur sport, ou d'autres parce que c'est des gens qui se sont vraiment battus et qui font des belles choses à côté, tu vois. Donc, notamment dans le culturisme, on a quelqu'un qui s'appelle Jay Cutler, qui a commencé très tôt et qui est un athlète où, tu vois, voilà, physiquement, moi, je trouve pas, enfin, esthétiquement parlant, c'est pas quelqu'un que j'admire. Par contre, c'est lui qui a détrôné vraiment un petit peu la légende un petit peu de ce sport qui s'appelle Ronnie Coleman. Et c'est un mec qui a travaillé mais d'arrache-pied, quoi. D'arrache-pied, quoi. C'est un mec qui il s'est dit, bah vas-y, faut que je batte le mec le meilleur de la planète. On n'en reverra peut-être pas des mecs comme lui, tu vois. Et du coup, il a mis tout en œuvre pour le faire, que ce soit pour se réveiller à 4 heures du mat, aller s'entraîner à 6 heures, pas de problème. Le mec, il a tout fait, ça a été une bête de travail. Et tout ça en restant super humble et en donnant un coup de main à tout le monde. Et à côté de ça, il a aussi également bien géré sa carrière parce que dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, il a monté des business, fait un peu d'immobilier, etc. Donc, on va dire que pour le plan de carrière, vraiment, un mec comme Jay Cutler, du moins dans le sport que je fais, c'est vraiment quelqu'un que je vais admirer. Ou après, ça paraît peut-être très banal de dire ça et très cliché, mais quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, c'est juste incroyable ce qu'il a fait de sa vie, quoi. Le mec, il arrive aux États-Unis, il est Est-ce que immigré, tu as lu il n'est pas son livre? américain. Alors, j'ai très gros problème avec les livres, parce que malheureusement, je suis un peu dyslexique et du coup, c'est très compliqué pour moi de lire, de rester concentré et de bien tout comprendre, en tout cas sur le support livre, tu vois. Donc, voilà, c'est compliqué pour moi. Mais, euh, mais comment dirais-je, ouais, c'est un mec, c'est Je t'ai vraiment posé la incroyable. question un peu volontairement pour que les gens se rendent compte aussi que tout n'est pas facile et qu'il y a des difficultés. C'est assez compliqué hein, d'être dyslexique aujourd'hui, dans le sens où maintenant tu Ouais, t'exprimes sur les réseaux, etc. Même s'il y a la vidéo maintenant qui facilite les choses et tu n'as pas besoin d'écrire ou de lire. C'est pas simple quand tu es quelqu'un qui a une image. Et alors, pour faire le petit parallèle, toi actuellement tu inspires beaucoup de gens. Il faut que tu t'en rendes compte et tu t'en rends compte. C'est ça qui est intéressant. Tu as plus de 60 000 abonnés maintenant, je crois, sur Insta, sur YouTube, je sais pas combien t'en as, mais je pense que les gens sont très inspirés par ce que tu fais. Et s'ils écoutent ce podcast, ils vont vraiment être encore plus inspirés parce qu'on se rend compte que tu es quelqu'un qui cherche les choses à fond, qui creuse et pas que dans le body. Donc ça pourrait intéresser des gens autres que le milieu du body, mais tout n'est pas si facile dans le sens où voilà, t'as pas eu toutes les chances de ton côté non plus à ce sujet-là. On va en revenir sur Arnold, hein, mais c'était une petite non, c'est parenthèse qui est clair. quand Mais de même toute façon, importante. les gens, enfin, les gens sont toujours en train de se demander qu'est-ce que tu as eu de plus qu'eux, en fait, pour y arriver. Rien, quoi. C'est juste la volonté, mec. Tu vois, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. C'est toujours très, très compliqué, tu vois.
Effectivement, comme tu dis, ouais, la dyslexie, c'est complexe. Surtout que moi, c'est un truc où j'ai pu, entre guillemets, un petit peu souffrir parce que peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque où moi j'étais à l'école et compagnie, c'était pas quelque chose d'ancré ni quoi que ce soit. Donc, et malheureusement, dans le système dans lequel on évolue, genre si t'as si t'as un manquement sur l'orthographe ou sur la compréhension ou quoi que ce soit, bah en fait on te prend pour un débile, tu vois. Donc, ce qui n'a strictement rien à voir. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui écouteront ce podcast se rendent compte que le quotient intellectuel n'a strictement rien à voir avec ça, tu vois. Mais t'es mis dans une case où t'es un peu con, tu vois. Donc, ou incompris. Et c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais c'est ce qui m'a aussi donné, je pense, aujourd'hui, toute cette énergie pour me battre, tu vois. Parce que il y a certaines choses qui te font mal dans ta vie et qui te donnent justement cette rage, tu vois, pour aller chercher, pour aller se faire mal. Parce que ce soit professionnellement parlant ou sportivement parlant, quand on a une réussite, on se fait mal à la tâche. On se fait mal dans ce qu'on fait, on sacrifie des choses et on se fait mal, tu vois. Et aller chercher cette douleur-là, il faut déjà en avoir une en soi. Et après, comme tu dis, enfin, pour en revenir à Arnold, comme on disait, c'est pareil, voilà, c'est quelqu'un qui est arrivé, le mec, il est arrivé, il était immigré autrichien aux États-Unis, pour gagner de l'oseille, il faisait à l'époque de la toiture, tu vois. Donc, bon, il faisait des toitures, il mettait des tuiles sur les toits à Los Angeles. Le mec s'est entraîné, il y avait le bodybuilding, il s'est dit, vas-y, je vais m'y mettre aussi là-dedans. Il en faisait déjà à l'époque. Il est devenu le meilleur athlète au monde là-dedans. Il est devenu une légende de ce sport-là, tel que Pelé ou Maradona dans le football. Et derrière, le mec s'est dit, OK, je vais me mettre dans le cinéma. C'est devenu l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Donc, tout simplement, l'homme le mieux payé de la planète au niveau cinéma, tu vois. Donc, encore une fois, le mec, il est au top. Et il s'est dit, après, je vais faire de la politique. OK, pas de problème. Et le mec devient gouverneur de la Californie, qui est l'État le plus riche des États-Unis, donc du pays le plus puissant au monde. Donc voilà, je pense que le mec, dans tout ce qu'il a entrepris, il a quand même fini en haut du panier. Et rien que pour ça, c'est inspirant, tu vois. Et personne n'est venu, il n'avait pas une prédisposition à ça, si ce n'est la cogite, si tu veux, et l'envie de réussir. C'est exactement ça. Je vous invite à lire le livre Total Recall, ça s'appelle, c'est sa biographie. C'est sacrément gros parce qu'il raconte tout. Et c'est assez, alors c'est pas de 2020, mais c'est assez récent. Du coup, on a toutes les dernières histoires aussi. Et puis le gars, pareil, il n'y a pas eu de choses faciles. Il s'est fait opérer du cœur. Plus personne voulait le reprendre après cette opération, etc. pour faire des tournages. Être gouverneur de Californie, le mec n'est même pas américain parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, donc il ne peut pas avoir la nationalité. Sinon, il disait qu'en gros, il aurait voulu être président. Et peut-être que c'est juste ça qui l'a empêché d'être président parce que c'est vraiment strict là-bas. Si tu n'es pas américain, né sur le territoire, tu ne peux pas être président. Bref, c'est un livre qui est incroyable. On peut penser ce qu'on veut. On se dit, ouais, Schwarzy, machin, le mec bodybuilding, Terminator, etc. Ça va être complètement nul comme livre. En vrai, le livre est assez incroyable, même s'il est très long. Donc, je vous invite à le lire et à vous intéresser du moins à la vie de Schwarzy, qui est une vie très remplie. Et c'est vraiment un exemple de. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de Ouais. limite dans tous les domaines. C'est un truc de fou. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a toujours cet a priori-là en se disant, ouais, Schwarzenegger, tu sais, genre, ça pue le muscle à la testostérone et le niveau doit être un peu bas, quoi. Sauf que là, on parle vraiment pas de ça. On parle de mindset et de réussite dans la vie, quoi. Et, euh, et clairement, je mets au défi n'importe qui de me trouver un mec qui a plus performé que ça dans tout, quoi. Franchement, très honnêtement, quoi. Donc, et puis en plus de ça, il se révèle. Tu peux pas arriver à faire tout ça en étant quelqu'un d'un peu bête. C'est strictement impossible. Il faut être quelqu'un de très intelligent, surtout quand tu viens pas d'une famille et surtout dans la politique, que tu viens pas d'une grosse famille, une famille qui a de l'argent, qui est reconnue, etc. Donc c'est un mec qui a dû user de tous les stratagèmes et toute l'intelligence possible pour se placer à gauche et à droite et arriver à son but final, tu vois. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Schwarzenegger ou n'importe qui d'autre, en fait, on s'en fout du fond, ou que ça soit pour faire de la muscu, du foot, ou du cinéma d'auteur ou du Terminator. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le parcours, quoi. Vraiment, je recreuse là-dedans. C'est vraiment un truc de ouf parce que le gars, donc il vient d'Autriche. C'était juste après la guerre, etc. Quand il a commencé à monter, on l'a accusé d'être un fils de nazi, donc quelque chose de très compliqué quand même aux États-Unis, dans un pays comme les États-Unis. Et malgré tout ça, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Donc bon, c'est quand même assez ouf en termes d'exemple et de travail. Donc je vous incite encore une fois vraiment à vous renseigner là-dessus. Ça va vraiment vous motiver pour ceux qui ont la foi de lire aussi, des livres aussi gros. Est-ce que actuellement il y a certaines personnes
Alors, je sais que ton entourage, il se trie au fur et à mesure quand tu fais des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire, tu ne côtoies plus les mêmes personnes et tu côtoies que des gens qui te ressemblent dans le mindset. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ton mode de vie qui est centré autour du développement de ton corps, mais au final, c'est pas que le développement de ton corps, c'est le développement de ta personne. Et comment tu vis le fait d'avoir un mode de vie un petit peu atypique dans le sens où tu manges beaucoup, tu t'entraînes beaucoup, tu es obligé de te reposer. On l'a dit, faire 50 kilos de plus que sa taille, c'est pas forcément un truc cool au quotidien. Est-ce que, il y a encore des gens ignorants qui te disent des choses qui ne comprennent juste pas le regard des autres, des gens que tu peux croiser, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses là-dessus où tu as du mal ou est-ce que maintenant ça va et plus personne te fait chier avec ça, quoi? Alors maintenant, oui, ça va, mais non, il y a encore des gens qui vont chier avec ça. Mais si tu veux, comme tu l'as dit, je fais le tri au fur et à mesure du temps là-dedans. Euh, Déjà, après, maintenant, mes proches le savent, c'est-à-dire que c'est un métier. Beaucoup de gens voient ça en voyant un aspect esthétique, par exemple, tu vois. Parce ils vont essayer, comment dirais-je, de s'identifier à ce que je fais. Et la seule manière pour eux de faire ce que je fais, c'est juste dans le but, par exemple, d'être bien gaulé, tu vois. Sauf que moi, je le fais pas du tout pour ça. Donc, donc déjà, rien à voir. Donc, effectivement, je peux comprendre qu'il y en a certains, ils disent, ah, ça va, tu peux te laisser un peu aller ou machin ou truc. Mais en fait, je le fais pour une performance, tu vois. Donc, tout ce que je fais a un impact. Effectivement, si c'était pour être beau gosse à la plage, je m'en fous et je pourrais effectivement me laisser un peu aller et faire un peu de ci et un peu de ça. Donc, déjà, il faut bien que les gens comprennent que le culturisme, ok, c'est un concours où il y a de la plastique, mais en aucun cas, c'est fait pour être beau gosse ou moi, je le vois pas comme ça, quoi. Sinon, je serais pas comme ça, de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, plus tu es quelqu'un, comment dirais-je, qui sort de la norme et moins tu es quelqu'un, enfin, avec un physique où du moins les gens apprécient, ce qui est évident. Tu es plus dans une niche, quoi, tu vois. Mais après, non, sur mon entourage et ma famille, du coup, personne ne me fait chier avec ça parce qu'ils comprennent très bien que c'est mon boulot. Quand je dis, ils voient que j'en vis et ils voient que, si tu veux, je suis quelqu'un dans ce que je fais. C'est con, mais bon, c'est là où tu prends de l'importance chez les autres, c'est qu'en fait, les gens de ma famille, même ma mère demain elle va dans une salle de muscu, elle sait que si elle dit mon nom, les gens ils vont me connaître, tu vois, ils vont dire ah vous êtes la mère de Théo Le Guerrier quoi. Ça paraît peut-être débile, mais en tout cas pour les autres gens, du coup ça a peut-être de l'importance dans ce que je fais. Enfin du coup ça leur montre un petit peu qui je peux être, tu vois. Parce qu'à travers moi c'est compliqué quand c'est quelqu'un que tu connais depuis la naissance, tu vois, de comprendre à travers lui vraiment qui il est. Mais c'est à travers les autres souvent où tu te rends compte de l'impact que la personne a, tu vois. Et en l'occurrence tu vois, je me baladais une fois à Rennes avec ma mère dans la rue et il y a un mec qui m'a interrogé, salut, ça va et tout, je regarde toutes tes vidéos, tu sais, elle n'a pas capté, quoi. Elle n'a pas capté, quoi. Elle s'est dit, ah ouais, ok, non, mais genre, tu le connais? Ben, je dis, mais non, je le connais pas. C'est juste quelqu'un qui me suit sur YouTube, sur ma page, tu vois. Et là, tu vois, c'est là où les gens, enfin, tes proches commencent à réaliser là-dessus, tu vois. Après, j'ai personne qui me dit grand-chose par rapport à ça, mais par contre, tu m'as parlé du regard des gens et effectivement, le regard des gens, il peut être très compliqué. C'est pas facile. C'est pas tout le temps facile. Je sais que des fois, c'est pas facile pour les gens qui m'accompagnent surtout. Parce que tu vois, c'est débile, mais moi, je passe à côté des terrasses ou quoi que ce soit l'été en ville, bah, t'as tout le monde qui se retourne, quoi. Tu vois, t'as tout le monde qui se retourne, ou tu sais, les gens qui disent, ah, regarde le mec, un machin, un truc. Puis tu vois, les gens sont pas discrets. Donc, déjà, un, tu les entends, et de deux, tout le monde se retourne. Donc, il y a les gens qui se baladent avec toi, que ce soit ta compagne ou peu importe. Les gens, ils se disent, putain, merde, ils ont pas forcément envie d'être vus et d'être comme ça. Et t'es un petit peu comme un animal au zoo, hein, tu vois, et, enfin, clairement. Donc, les gens, ils te regardent un peu comme l'animal qui est au zoo. Et moi, je m'en fous. Mais il y a des gens qui sont avec moi, du coup, que ça dérange ou qui, du coup, trouvent ça complètement irrespectueux pour moi, quoi. Et il y a des fois, il y a complètement des gens qui ont des réactions complètement irrespectueuses. C'est vraiment incroyable, tu vois. Genre, tu peux être aux courses ou machin, tu vais croiser une dame qui va me regarder avec des grands yeux, qui va genre être outrée, mais genre outrée, quoi. Genre, oh là là, genre, tu sais, dans ses yeux et dans son attitude, tu vas regarder comme si elle disait, mais oh là, mais n'importe quoi. Genre, tu sais, n'importe quoi. Genre, ouh, c'est dégueulasse, mais n'importe quoi. Enfin, excuse-moi, mais je veux dire, je me permets pas, moi, de te dire que tu as un gros cul, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est quand même incroyable, quoi. C'est surtout que les gens qui ont cette réaction-là, enfin, très souvent, ils ont pas l'air d'être au top dans leur vie non plus, quoi. Et moi, je demanderai à la personne non plus. Tu vois, c'est Mais complètement gratuit. en fait, c'est souvent ces gens-là qui réagissent comme ça, les gens qui sont bien dans leur tête et qui ont
pas de problème avec ça. Ils vont plutôt être admiratifs de ce que tu fais. Alors moi, clairement, je le dis à tout le monde, je suis quelqu'un de très, très admiratif de ce que fait Théo, même si je suis absolument pas un connaisseur de bodybuilding, etc. C'est vraiment je sais que le travail est juste énorme et j'aspire pas du tout à avoir le même physique que lui. Je ne côtoie pas d'autres bodybuilders, mais vraiment, vous vous rendez pas compte l'admiration que je peux avoir pour ce qu'il fait, sans lui lécher les bottes, évidemment. Je reviens sur un truc que tu as dit. Aujourd'hui, tu es une personnalité publique quand même, tu vois. Les gens te reconnaissent dans la rue, etc. Même si tu as que, je vais mettre entre gros guillemets, 60 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui n'est pas Non, un c'est pas chiffre énorme. complètement incroyable. Je rebondis vite fait là-dessus, sur le nombre d'abonnés. Tu vois, même nous, à notre échelle, on a genre 20 000 et puis on n'est pas des personnalités publiques dans le sens où c'est pas notre image qu'on véhicule. La dernière fois, j'ai un steward dans l'avion qui m'a arrêté pour me dire hey, Training Therapy, j'adore ce que vous faites, etc. Machin. Bon, c'est sympa, tu vois, sur le coup, mais bon, ça montre quand même que les réseaux ont une portée. Justement, toi, tu as ton image qui est ta force et surtout ton métier sur les réseaux sociaux. C'est en partie de ça que tu vis aussi. Comment tu fais pour pas impliquer ta famille et tous les gens qui t'entourent là-dedans? Alors, tu mets des fois ton frère en story, etc. Mais ton frère, lui aussi, il est sur les réseaux, donc c'est un petit peu différent. Dans le sens où eux, ils n'ont pas forcément envie, ou toi, tu n'as pas envie de les mettre en avant parce qu'ils n'ont pas demandé à être de notoriété publique. Mais les gens aujourd'hui sur les réseaux te suivent aussi pour savoir un petit peu ce que tu fais dans ta vie. Et c'est ça qui fait que ça se passe bien, que c'est fluide, qu'ils te soutiennent, etc. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que ce n'est pas forcément facile. Bah, en fait, si tu veux, je pense qu'il y a des manières de faire, tu vois. Déjà, je sais pas de copier quelqu'un ou de faire comme quelqu'un. Je le fais vraiment au feeling et comment moi je suis et avec vraiment ma propre personnalité. Je le fais pas en me créant un personnage, tu vois. Déjà, ça c'est très important. Comme ça, tu es vraiment en raccord avec la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et secondo, ouais, comme pour les proches, ben, en fait, si tu veux, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je leur pose même pas la question. En fait, moi, je le ressens. Il y a des gens avec qui je me permets pas de le faire ou quoi, tu vois. Mon petit frère, comme tu dis, il est sur les réseaux aussi un petit peu et je le fais et ça reste délire. Mais tu vois, mon grand frère, il aime pas trop ce truc-là. J'ai un autre frère, c'est pareil, il est pas dans ce délire. Ma belle-sœur, machin. Par exemple, j'ai une petite nièce et tout, mais jamais de ma vie, je la mettrais où tu verras son visage dans une story ou sur Instagram. Mais du coup, voilà, je le fais juste vraiment en mode bon enfant, sans vouloir tout montrer, mais en ne cachant rien, en tout cas dans ce que je dis ou dans moi, par exemple, ce que je fais, tu vois. Mais après, voilà, je rentre pas dans la vie des gens qui m'accompagnent parce que ça, ce serait vraiment trop intrusif et surtout pour eux. Et on tomberait vraiment dans le voyeurisme. Et au final, ce qui intéresse vraiment les gens, là, je suis en train de monter une prochaine série YouTube où, par contre, c'est sûr que je vais montrer un petit peu plus les gens qui m'accompagnent, euh, mais vraiment dans ma carrière sportive, tu vois. Et parce qu'ils ont envie de voir ça aussi. Mais on rentre pas, on reste dans un cadre, en fait, si tu veux, un cadre professionnel ou amical, mais on ne rentre pas dans les détails personnels à chaque fois, quoi. C'est ça, je pense, qui est important. Donc voilà. Et après, comme tu as dit, ouais, c'est pas un chiffre qui est hyper important, mais j'ai un taux d'engagement qui est vraiment assez élevé. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, tu vois. Donc c'est là où vraiment, en fait, tu vois que tu as de l'impact, parce que t'as des gens qui sont suivis par même un demi-million de personnes, et les gens sont incapables de retenir quoi que ce soit d'eux, tu vois. En fait, c'est vraiment des panneaux publicitaires où, par exemple, demain, ils vont essayer de te vendre quelque chose, ils vont vendre que dalle, tu vois. Je vais être un peu direct dans ce que je dis ou un peu cru, mais il y a des filles qui ont 1 million d'abonnés et tout le monde les suit juste pour mater leur cul sur Instagram, tu vois. Mais tu es incapable de me dire quel âge elle a, ce qu'elle fait dans la vie, quoi. Les gens, ils s'en foutent. Ils la suivent juste parce qu'elle est pas mal et que c'est sympa à regarder, tu vois. Mais il y a des gens qui n'ont ils ont aucun engagement, tu vois. Donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné non plus que vous, il y a des personnes qui vous reconnaissent aussi, qui vous disent quelque chose, parce que 20 000 personnes, ça fait pas beaucoup. Mais si c'est 20 000 personnes qui sont engagées, ça fait beaucoup. Donc en fait, toute la différence est là, tu vois. Surtout si tu es dans un milieu en particulier où évidemment, vous, pareil, dans le milieu de la réathlétisation, de la remise en forme, etc., et ben évidemment, dès que tu vas avoir affaire à ce milieu-là, vous allez être reconnu, tu vois. Comme moi, dès que je vais avoir affaire à aller dans une salle ou d'être dans un milieu justement qui touche à la musculation, je vais forcément être reconnu, quoi. C'est super intéressant ce que tu as dit. Alors, tu es quelqu'un d'authentique. Je pense que les gens. Enfin, moi, quand je te vois sur tes stories Insta,
j'ai l'impression d'être sur mon compte perso et de suivre un pote, tu vois, parce que tu es comme tu es dans la vie de tous les jours. Quand je te croise, il n'y a pas de diff de comportement, si ce n'est que, voilà, quand même, vu que tu as une image, il y a des choses que, évidemment, tu peux pas te permettre de faire en story, d'être vulgaire ou des trucs comme ça. Évidemment, on l'est tous en vrai. Euh, mais il n'y a pas de différence entre le Théo sur Instagram et le Théo dans la vie de tous les jours. Si vous n'êtes pas en voiture en écoutant ce podcast, d'ailleurs, je vous invite, ça commence à être long, mais c'est toujours intéressant quand c'est long, à suivre Théo sur les réseaux. Théo Le Guerrier, tout simplement, pas de point, pas de tiret du bas, rien. Arrobas Théo Le Guerrier sur Instagram. Sur Simple, YouTube, vous allez comme moi. trouver sa chaîne aussi. Donc je disais, tu es quelqu'un de très authentique. Euh, c'est pas un sujet tabou entre nous et c'est un sujet tabou pour personne. On va pas se mentir, actuellement, on n'atteint pas ton physique en mangeant du blanc de poulet 4 fois par jour. Qu'est-ce que tu penses de l'hypocrisie un petit peu ambiante qu'il y a autour des produits actuellement et des gens qui veulent démystifier les produits un petit peu sur YouTube? Je pense à Rob, par exemple, qui fait un travail qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je sais pas si tu as vu passer ses vidéos. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de la bêtise un petit peu des gens autour de ça, dans le sens où il y a encore des pratiquants qui pensent que ton physique est atteignable en s'entraînant 7 fois par semaine et en mangeant flocons d'avoine blanc de poulet. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, si tu veux, alors déjà, il y a une hypocrisie à partir du moment où tu mens, tu vois. Moi, il n'y a pas marqué sur mon compte Instagram ou dans mes vidéos certifié naturel, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne suis pas en train de mentir aux gens. C'est pour C'est-à-dire ça que, d'ailleurs que je répète, tu es quelqu'un d'authentique et pour moi, tu es un des seuls qui ne ment pas ou du moins où il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. ouais. Bah, en fait, si tu veux, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu dis pas tout, tu dis pas machin. Alors, il faut savoir une chose déjà, clairement, c'est que le dopage est quelque chose de répressif, tu vois, en France. C'est quelque chose, dit-on, ouais, et comment dirais-je, est répréhensible par la loi. Donc, c'est quelque chose d'interdit. Je pense que demain, quelqu'un qui se... Ça reste entre guillemets, du coup, du stup, mais enfin, aux yeux de la loi, en tout cas. Donc, je pense que quelqu'un demain qui se drogue, qui va prendre de la coke ou fumer un pétard ou quoi que ce soit, je suis pas sûr que c'est quelqu'un qui va s'afficher à faire ça sur son compte ou sur ses vidéos YouTube. Donc, pour une raison simple, c'est qu'il ne veut pas avoir d'ennui judiciaire. Donc, je pense que là-dessus, on est clair. Donc, voilà, tout simplement, c'est la raison principale pourquoi les gens ne communiquent pas là-dessus. Maintenant, effectivement, s'en servir pour, euh, pour en faire quelque chose de lucratif, à dire effectivement, j'utilise tel ou tel complément de ma propre marque et je suis comme ça et je suis 100% naturel, mais grâce à ça, j'y arrive. Là, effectivement, c'est un peu prendre les gens pour des cons, tu vois. Moi, aujourd'hui, c'est carrément pas ce que je fais, mais avec la marque avec qui je travaille, les compléments de toute façon que j'utilise sont brevetés, certifiés et ont une réelle utilité. Et aujourd'hui, il y a tout simplement des études scientifiques et médicales qui prouvent que tel ou tel complément va justement t'aider physiquement à réaliser telle ou telle chose. Donc, c'est pas dû à autre chose. Tu vois, ce que je vends a une réelle utilité. Et c'est d'ailleurs la plupart des contrats que j'accepte, de toute façon, c'est qu'avec des marques qui, je trouve, sont cohérentes, ont des bons produits et ont des choses qui fonctionnent. C'est des choses que je consommerais. Tout ce que je consomme pas, en fait, je refuse tous les partenariats et je refuse vraiment une palanquée pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas attiré par l'argent, mais je veux garder justement cette image, on va dire, cohérente. Et du coup, après, là-dedans, donc tous les mythos, effectivement, c'est un peu compliqué. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui ne se rendent pas compte naturellement à quel physique tu peux arriver avec vraiment une génétique, une bonne génétique. Moi, pour donner un exemple, naturellement, je faisais 91, 95 kilos presque, avec des abdos et des stries sur les pecs, quoi. Tu vois, il y a des mecs, jamais ils n'atteignent ça de leur vie, et même en prenant des produits, quoi. Donc, voilà. Maintenant, les gens qui essayent d'en parler complètement libérément, là, tu as cité des gens comme Rob, notamment. Clairement, moi, je vais être très direct avec ça. Moi, c'est du putaclic. Vraiment. Je suis vraiment en désaccord, mais vraiment total avec ce genre de choses. Complètement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui disent oui, nous on parle vrai, on va rien vous cacher, patati patata. C'est juste
c'est juste pour faire du scandale, tu vois. Achète Closer, ce sera la même chose, tu vois. La plupart des trucs sont montés. Les trois quarts des trucs qui sont racontés, c'est faux. Donc voilà, c'est juste pour. C'est comme les titres accrocheurs sur YouTube. Il y a plein de YouTubeurs d'ailleurs qui en ont parlé de ce genre de choses-là, ou qui l'avouent, qui vous mettent des titres scandaleux ou aberrants, comme dirait le bon vieux GMK, tu vois, pour que vous cliquez dessus, tout simplement. Donc, et là, c'est ça, quoi. C'est vraiment se prostituer en essayant d'aller raconter des trucs vraiment incroyables. Tu as l'impression que c'est la course au n'importe quoi. Quand tu écoutes ça, moi j'entends des trucs, c'est complètement aberrant. Et en plus de ça, c'est des gens qui ne maîtrisent pas du tout le sujet. C'est des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, qui n'ont préparé personne et qui n'ont jamais évolué au sport de haut niveau. Et en revanche, le buzz. Eux, ils sont pas là ils sont pas là pour comment dirais-je, pour sauver des gens. Ils sont là pour prendre de l'oseille. Et bon, c'est un jour, j'en parlerai si, si je suis confronté à ces histoires, mais bref, moi j'ai déjà eu des relations avec ces gens qui avaient ces chaînes-là et ils m'ont écrit noir sur blanc qu'ils faisaient ça pour l'oseille. Donc c'est assez incroyable, tu vois. Et, euh, et comment dirais-je, je pense qu'en fait c'est donner à manger à tous les jeunes un peu faibles, tu vois, parce que malheureusement tout le monde n'a pas la même cogite et la même force mentale et tout simplement pas la même intelligence. Et c'est triste, tu vois. Mais voilà, on n'est pas tous éveillés au même niveau et au même stade de notre vie. Et tu as des mecs à 17, 18 ans, 20 ans, ils vont écouter toutes ces chaînes-là et ils vont aller faire pareil. Et ils vont aller faire pareil. Ils se disent, ouais, tel athlète ou tel professionnel faisait ça, du coup, je vais faire pareil, quoi. Et ça, c'est désastreux, quoi. Ils ont beau dire, oui, nous, on fait pas ça pour que vous fassiez la même chose. Tous les gens qui sont là, c'est par curiosité mal placée ou parce qu'ils ont envie de faire ça. C'est tout. Sinon, tu ne vas pas regarder ce genre de vidéo. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ce n'est pas du tout sur la prévention, parce qu'à chaque fois, c'est pour faire du scandaleux. Du préventif, ce ne serait pas du tout ça. Donc voilà. Et puis en plus de ça, je m'inscris complètement en faux envers ces trucs, parce que je suis allé voir des fois, et je te jure qu'il y a des choses qui sont vraiment aberrantes, ce qui sont dit, quoi. Des trucs qui sont, mais gros, mais quand tu es là-dedans, qui sont vraiment, mais t'as envie de te dire, non, mais c'est une blague, tu peux pas aller sortir ça, quoi. Mais voilà, ça s'apparente clairement à de l'entrevue ou du closer, tu vois, ou même ils montent des paparazzades pour faire vendre du papier, quoi. Après, en réalité, c'est ce que la population actuelle aime, tu vois. Les gens aiment ce genre de scandale, que ce soit dans le body, dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, mais c'est comme demain, Kardashian qui a commencé à se faire connaître en mettant une sextape, quoi, tu vois. On est au même niveau, quoi. Ouais, c'est clairement Donc ça. voilà, il faut toujours plus de. C'est intéressant ce que tu as dit dans le sens où toi, tu es quand même allé au bout de ton physique naturel, alors au bout ou pas, mais dans le sens où voilà, tu es allé chercher ce que tu pouvais atteindre naturellement avant de t'engager sur une voie qui est maintenant professionnelle. Ne l'oubliez pas, Théo, encore une fois, il y a de l'argent en jeu d'un point de vue réussite professionnelle et il y a surtout tout ce chemin qui est parcouru. Le but, c'est pas d'être le plus beau gosse de la salle et d'être le plus gros de la salle, clairement pas. Ça sert pas forcément à grand-chose. Donc si l'objectif, c'est ça, ça n'a pas vraiment de sens. Je sais pas ce que tu en penses. Sinon, je le ferai pas, tout simplement. Je le ferai pas. J'irai pas m'user à faire tout ça pour juste être beau gosse, tu vois. J'aurais une vie beaucoup plus remplie à côté socialement et compagnie, parce que évidemment, c'est pas le cas quand tu es sportif de haut niveau, tu vois. Comme n'importe quel sportif, tu peux pas vivre comme monsieur et madame tout le monde et profiter tous les jours. Donc, évidemment que je le ferai pas, tu vois. Je le ferai pas, je prendrai pas le risque de cramer un peu de santé pour ça, tu vois. Ce serait complètement débile. Donc voilà. Et puis encore, comme tu dis, voilà, moi, je suis dans une démarche professionnelle, mais il faut pas oublier que je suis dans un suivi médical constant. Donc, et c'est surtout ça aussi qui est très important, c'est qu'il y a plein de gens, ils pensent que voilà, tu peux aller faire tout et n'importe quoi, et à côté, ne pas être suivi. Alors ça, c'est vraiment une très, très grosse erreur. Moi, aujourd'hui, alors ok, je suis professionnel, machin, je vais faire des trucs qui peuvent mettre ma santé en jeu, mais à côté, je fais aussi tout le suivi qui va avec, tu vois, parce que j'ai compris que mon capital aussi, c'était ma santé. Si demain, j'avais plus de santé, je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Si demain, tu peux perdre ton argent,
Tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta notoriété, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre tes gosses, tu peux perdre tout ce que tu veux. Tu peux avoir un décès dans ta famille, ta mère, ton père. Tu peux perdre, tu peux tout, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Demain, tu perds ta baraque, ton oseille. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et ben, demain, tu peux t'en sortir. Parce que, ok, tu repars à zéro, c'est dur, ça fait chier, mais tu y arrives. Sauf que demain, si tu perds la santé, eh ben, tu peux rien faire. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Si tu veux t'en sortir, tu peux pas. Tu vas aller bosser, tu peux pas bosser. C'est pas possible. Demain, tu es alité, tu perds un rein, tu perds un machin, tu vas au dialyse. Tu peux faire quoi de ta vie? Tu peux rien faire. C'est très, très intéressant ce que tu as dit. Je témoigne en connaissance de cause. Il y a eu un moment où tu as été obligé de vendre certains biens matériels, je m'en rappelle, parce que financièrement, c'était un peu compliqué. Tu t'es largement refait depuis, dans le sens où tu es un gros travailleur. Tu vois de quelle période je parle, je pense. La dernière fois, je t'ai vu arriver avec une nouvelle belle voiture et c'était très inspirant, encore une fois, dans le sens où on peut toujours se refaire et ce n'est qu'une question de travail et de rigueur. Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? En vrai, on en a parlé tout à l'heure, la compétition, etc., le process pour engranger de l'expérience, acquérir des choses, vivre des choses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'en vrai de vrai, tu te mets cette déterre tous les jours à suivre ta diète, à avoir tes objectifs en ligne de mire, t'entraîner, te faire mal à la salle, etc. Qu'est-ce qui fait tout ça? Déjà, euh, pour moi, tout ça, c'est une façon aussi d'être libre. Moi, quelque part, avec tout ça, j'achète ma liberté, tu vois. Parce que du coup, je suis à mon compte et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Si demain je veux aller à Milan, si demain je veux aller à Miami, j'y vais, quoi. Aujourd'hui, dans une vie entre guillemets lambda, dans ton travail, tu peux pas faire ça, tu vois. Moi, je peux le faire. Donc déjà, j'achète ma liberté en faisant tout ça. Et de deux, là, c'est vraiment je vais parler de ça vraiment avec le regard d'enfant. En fait, je vis dans un film, tu vois. Et moi, je vis dans un film. Donc, émotions, en fait. Des émotions, que ce soit, comme tu disais, dans la gloire, après même dans, euh, dans quand tu échoues, etc. C'est des émotions. Quand tu regardes un film, tu as envie d'en prendre plein la gueule, tu vois. Et moi, dans ma vie, j'ai envie d'en prendre plein la gueule. J'ai envie j'ai envie effectivement de vivre des moments extraordinaires, comme vivre des moments tristes, comme ça, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut savoir que c'est quand même un équilibre, tu vois. Donc, euh, donc, tout simplement pour tout ça, pour me sentir vivant et profiter de ma vie à 1000%. Je veux la vivre à 1000%. Donc voilà, en fait, je ne me fixe aucune limite, tu vois. Si demain, je me dis, putain, ouais, j'aimerais trop aller dans ce pays-là ou dans ce machin, bah, je vais tout faire pour y aller. Si demain, plus tard, j'ai projet aussi de me payer une Ferrari, je vais faire en sorte de m'en payer une, tu vois. Et je vais pas me dire si c'est incroyable ou n'importe quoi, tu rêves. Non, non, non. J'ai envie de vivre un peu dans un film, tu vois. Et du coup, bah, je dirige ma vie comme ça. Et puisqu'à côté, en plus, tu fais énormément de rencontres. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des aventures humaines, tu vois. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, toutes les récompenses et les réussites que je peux avoir, je les partage avec certaines personnes, tu vois. Et ça, c'est incroyable, tu vois, parce que tu te bats avec d'autres gens et eux aussi suivent ce parcours-là où on, comment dirais-je, où on investi là-dedans, où on y a mis quelque chose. Et du coup, tu vis des moments inoubliables, tu vois. C'est clairement vrai ce que tu as dit. Alors, tout ça, c'est bien. La liberté aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, elle s'achète forcément avec de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué de vivre la vie que tu rêves d'avoir et de vivre dans un film, comme tu l'as dit. Est-ce que tu vis vraiment au jour le jour avec tout ça? Genre, tu fais de l'oseille maintenant et t'en profites, etc. Tu dis, je veux aller à Milan, machin, je veux faire ci, je veux faire ça, je le fais. Oui, en quelque sorte, je sais que oui, mais est-ce que tu as mis des choses en place d'un point de vue finance et vie personnelle surtout de côté? Est-ce que tu as mis des choses en place pour assurer le futur ou pas spécialement? Si, complètement, parce que comme on est passé un peu vite sur ce truc-là, mais c'est vrai que j'ai eu un moment un peu compliqué dans ma vie où malheureusement, j'ai fait confiance à de mauvaises personnes, on va dire, tout simplement. Donc, je me suis retrouvé avec des sponsors avec qui il aurait mieux pas fallu que je sois et qui ont eu des affaires judiciaires, du coup, qui m'ont entraîné avec eux, alors que je n'avais strictement rien à voir. Mais bon, quand tu, euh, quand tu signes avec des gens, bah, des fois, du coup, ça t'implique avec eux aussi dans quand ils tombent. Et je me suis retrouvé
dans une situation très compliquée. Donc, faire même aller du coup en garde à vue avec ces gens-là, etc., dormir en prison, faire des trucs du coup incroyables. Encore une fois de plus, ta vie est un film, tu vois. Et comment dirais-je, et repartir de là-bas avec rien en poche, tu vois. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie. J'ai redémarré avec juste la monnaie que j'avais dans ma poche, tu vois. J'avais une carte bleue dans mon portefeuille, mais il n'y avait plus rien dessus. Plus rien sur mes épargnes, plus rien nulle part. Donc voilà, j'ai redémarré vraiment clairement à zéro. Et quand tu as connu ça, évidemment, c'est comme les anciens qui ont connu la guerre, tu vois, genre, ils avaient encore de la réserve chez eux dans le cellier en bouffe, quoi, tu vois, tout le temps, au cas où il se passe un truc, quoi. Moi, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, moi, je sais ce que c'est aussi de tout perdre. Du coup, bah, j'ai pas envie de me refaire niquer, entre guillemets. Et je mets quand même des choses à plat à côté pour faire plein d'autres choses. Évidemment, se faire plaisir, c'est dans une mesure, j'ai envie de dire, raisonnable et cohérente avec le long terme, dans le sens où j'ai pas envie de m'éclater aujourd'hui et demain de ne pouvoir plus rien faire. Je veux que ça monte crescendo encore comme ça toute ma vie. Et pour monter crescendo, il faut penser comme ça à long terme et justement assurer, que ce soit sur un plan personnel ou financier, comment dire, assurer tes arrières et justement construire quelque chose comme ta carrière sportive, quoi. Donc voilà, c'est pas user toutes tes cartouches maintenant et en faire quelque chose pour que ça prolifère pour l'avenir. Et moi, je vais arriver évidemment en fin de carrière, pas à me dire putain merde, ça va être plus compliqué, mais arriver en fin de carrière et me dire ça y est, maintenant genre j'ai tout et je peux encore faire des trucs plus incroyables, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, toutes ces histoires-là font que je regrette rien de tout ça, bien au contraire justement, parce que en fait, ça te fait gagner du temps. Ça me fait faire peut-être pas, je vais peut-être pas faire des erreurs plus tard que j'aurais commises si c'était pas passé ça justement. Et ça te rend beaucoup, mais beaucoup plus fort, quoi. Tu vois, t'as pris 10 ans en l'espace de 3 mois, quoi. C'est très intéressant tout ça. Là. L'échec fait partie du processus d'apprentissage, et évidemment, tu en es l'exemple. Donc, t'as pas de regret sur ce qui s'est passé. Si tu te voyais, toi, il y a 10 ans, tu vois le Théo qui a 19 ans, tu te rencontres là, qu'est-ce que tu te dirais? Bah, franchement, je dirais comme je dis à mon frère, tu vois. Je dirais comme j'ai dit à mon frère, même si j'avais déjà la niaque pour aller tout craquer, machin et tout, je le voyais encore, par exemple, genre de par ma ville, tu vois ce que je veux dire? Genre, au lieu de devenir numéro un au monde, je me disais, vas-y, je peux devenir numéro un, genre dans ce que je fais, mais dans ma ville. Tu vois, ce qui est au final, aujourd'hui, moi, je me dis que c'est pourquoi réfléchir comme ça, autant voir plus grand encore, tu vois. Donc, je me dirais, vas-y, mec, vas-y encore plus haut, vas-y encore plus loin, et surtout, n'attends pas, quoi. Pro, putain, désolé, là, c'est la dyslexie qui va revenir, mais ne pas procrastiner, Parfait, surtout. c'est passé crème. Ouais, franchement, j'ai soufflé avant d'y aller, hein, j'ai pris l'élan. Mais comment dirais-je? Mais du coup, ouais, je lui dirais surtout, voilà, de ne pas remettre à demain et d'y aller tout de suite, quoi. Parce que le temps, il passe à une vitesse, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, je regrette strictement rien, mais je me suis dit, ouais, si j'aurais pu gagner encore un peu plus de temps, ça aurait été encore mieux, tu vois. Ouais, bah c'est sûr, mais bon, le parcours te fait en tant que personne et te fait progresser malgré les échecs, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours là? Je sais qu'il y a il y a un truc qui se prépare, ou est-ce que c'est encore trop secret, sachant que le podcast, je te le dis en avance, il va sortir en fin février, début mars. Ouais, bah après, non, secret, en plus de ça, c'est pas un podcast qui est censé aller directement sur les gens forcément qui me suivent ou les gens du culturisme ou forcément du fitness. Justement, c'est pas le but de notre collaboration. Notre but de notre collaboration, c'est justement d'ouvrir un petit peu comme ça les horizons et que les gens, par exemple, que vous pouvez suivre ou qui vous suivent peuvent avoir justement un point de vue différent et moi, les gens qui me suivent après, aller justement vers vous et avoir un point de vue différent aussi et s'enrichir au maximum tous ensemble. Donc, ce que je te dis là, quelque part, non, je prends pas trop de risques, parce que c'est pas censé être des gens qui sont trop dans ce milieu-là. Mais moi, j'aimerais, je suis sur vraiment là, une conception de marque de vêtements. C'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que c'est un milieu, mine de rien, très fermé, en fait.
très fermé. Et quand tu n'as pas de connaissances là-dedans, tu vois que c'est un bordel incroyable. Et puis, ça prend un temps de fou. Ça prend un temps de fou parce que tu as l'impression que tout prend 3 semaines, tu vois. Tu fais un mail, tu as une réponse 3 semaines après, quoi. Tu as l'impression. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment longs, incroyables et très coûteux. Très coûteux parce qu'aujourd'hui, si tu veux quelque chose de cohérent, en tout cas pas pour juste faire du merchandising et essayer de faire un business plus ou moins viable, il faut évidemment que tu aies des stocks, tu passes des grosses commandes, ou ce genre de choses. Donc, ça nécessite des gros investissements quand même. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avoue que je traîne un peu là-dessus par contre, même complètement. Je traîne un peu sur ce truc-là, mais j'ai envie de bien faire les choses aussi. Donc ça prend du temps, mais voilà, ça peut être aussi une belle aventure pour l'avenir et certainement encore des emmerdes à arriver, mais à côté de ça, pour vivre des moments aussi incroyables. Ouais, c'est encore une autre expérience, tu vois. C'est les restaurants, les bars de nuit, le culturisme, maintenant le textile, etc. Ça te donne plein d'expériences différentes. Donc, tu disais au début que tu aurais aimé faire tous les métiers du monde. Bah, tu vois, petit à petit, tu t'en rapproches, même si c'est impossible. Toujours des Ouais. expériences différentes, quoi. Mais sans parler en plus de faire des métiers forcément incroyables, tu vois, j'aimerais bien aller faire caissier une journée, juste pour voir le truc, tu vois. J'aimerais bien aller faire caissier une journée, aller faire maçon une journée, tu vois, des trucs comme ça, quoi, pour rencontrer les gens qui y bossent, voir comment ça bosse, voir l'ambiance qu'il y a, être en contact avec des gens, tout ça. C'est vraiment des trucs, enfin, n'importe quel boulot, tu vois, moi, j'aimerais le faire au moins une journée, quoi. Vie ma vie, j'aimerais bien être pris un jour si elles font l'émission, hein. Ah, ça, c'était assez exceptionnel, cette émission. J'ai oublié que ça existait, mais assez exceptionnel. Théo, je vais te faire une petite liste de valeurs. Alors, des valeurs, c'est des mots, des termes qui t'évoquent quelque chose ou du moins qui te représentent. Tu vois, chacun a son interprétation propre de chaque valeur, évidemment. Je te donne une liste, tranquillement, je ne vais pas aller trop vite. Tu dois m'en garder trois qui te représentent ou du moins qui t'inspirent quelque chose et qui font la personne que tu es. T'es prêt ou pas? C'est ton test de Rorschach, mais perso, quoi. Ouais, je te fais un petit test perso. On va voir ce que tu nous en sors. Je te les donne par ordre alphabétique. Tranquille, je vais pas trop vite. Soit tu notes, soit tu vas te rappeler dans ta tête. Je pense qu'il y en a qui vont te marquer plus que d'autres. Altruisme, ambition, amitié, amour, authenticité, autodérision, autonomie, combativité, créativité, efficacité, excellence, exemplarité, fidélité, franchise, fraternité, influence, humour, justice, partage, patience, performance, responsabilité, rigueur, santé, travail et volonté. C'est dur, hein. C'est pas facile. Ah, c'est dur. Parce que tu as envie de dire tout. Depuis tout à l'heure, je te dis que je suis un mec qui veut tout vivre et les émotions à 100%. Tu me sors que des émotions, tu vois. Donc, euh, déjà, je vais pas. Enfin, ça fait vraiment balourd, Il tu vois, de dire ça. n'y a Mais pas de balourd, il n'y a pas de cliché, mec. non, C'est ce que tu non, ressens. mais déjà, amour. Sans amour, la vie, c'est rien. Parce que l'amour, voilà, avec un grand A, ça se cache derrière tout, tu vois. C'est con, mais ça va se cacher justement derrière une passion. Ça va se cacher derrière des rencontres. Ça va se cacher justement derrière de la fraternité, tu Eh vois. ben, mec, Donc l'amour. attends, t'es le premier à le sortir, hein, ce terme-là. Ah ouais. Sans amour, tu fais rien. C'est un peu le moteur de ta vie. Tu sais, on parle de fraternité, mais la fraternité, c'est quoi sans amour? Bah, il n'y en a pas, tu vois. Donc voilà. Donc déjà, l'amour. Parce que dans tout ce que tu as cité, tu peux l'avoir avec l'amour. Donc déjà, l'amour, c'est le plus important, je pense. Sans amour, la vie elle serait fade. Euh, Justice. Ça, quelque chose de très, très important pour moi. Euh, c'est pas pour me plaindre ou machin, mais j'ai vécu beaucoup d'injustices, et ce, depuis que je suis tout petit.
Et c'est vraiment quelque chose qui peut me mettre hors de moi, qui m'anime ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, la justice, c'est quelque chose de très, très important, tu vois. Alors, c'est personnellement ma valeur première, tu vois, quand je décris mes valeurs, c'est la justice et je l'ai exactement dans le même sens que toi, dans le sens où moi, c'est plutôt l'injustice qui me rend Ouais, fou plutôt ok. que la justice à proprement parler, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est un sentiment qui est juste affreux, tu vois, quand tu ressens l'injustice pour toi et peut-être même Et pire même pour pour les les autres, hein. autres. Même Ouais, pour les autres. c'est limite pire, c'est pire en fait, je trouve. Mais Ouais. voilà, donc c'est une valeur que je comprends très bien. Je suis Merci clairement de le l'avoir mec cité. qui pourrait aller avoir des problèmes juste parce que je vois un mec dans la rue que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui est en train de subir une injustice. Moi, je vais aller me foutre dans l'embrouille, quoi, tu vois. Je suis clairement ce genre de gars-là, tu vois. C'est pour ça qu'on s'entend bien parce que je suis le même mec et ça m'a joué plus ou moins des tours, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Ok, donc J'ai amour, laissé justice quelques fragments. et ouais. Et le dernier du coup? Euh, je sais pas. Le dernier, il est difficile, hein. Je sais pas. Je serais entre combativité et volonté, tu vois. Mais moi, je dirais combativité plutôt. Ça me ressemble plus que volonté. Parce que vouloir les choses, c'est pas le tout, mais il faut se battre pour les avoir. C'est très bien dit ça. Pour finir là-dessus, c'est très fort. Théo, si je te demande de réfléchir autour du monde et de la direction qu'il prend pour finir un petit peu ce podcast. Alors, on va pas parler du coronavirus, etc. Ça, on en a rien à foutre. Je sais que tu es Non, un mais grand philosophe franchement, à, à tes heures perdues. Qu'est-ce que tu penses de la direction que le monde est en train de prendre? Je parle de la digitalisation, du fait que les gens sont connectés mais ne se voient pas forcément beaucoup. Euh, les gens deviennent un petit peu de moins en moins éduqués à entreprendre et à avancer. Du moins, les choses se clivent, je trouve. Toi, qu'est-ce que tu en ou penses de éduquer tout tout ça? court, hein. Et non, ouais, pour moi, c'est que très honnêtement, ça me fait flipper. Franchement, ça fait genre vieux con de parler comme ça alors que j'ai même pas 30 ans. Mais très honnêtement, ça me fait flipper. Je pense qu'on est la dernière génération qui est à même de faire le distinguo avec les réseaux sociaux, la vraie vie et ce qu'il faut vraiment faire et les valeurs entre guillemets initiales, tu vois. Je parle de ça dans le sens où c'est pas pour frapper sur la génération après nous. Moi, j'ai des petits frères, j'ai un frère qui a 17 ans, donc t'imagines bien que c'est juste incroyable ce qu'on vit, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas pour leur taper dessus parce que quelque part, en fait, je peux pas leur en vouloir. Je peux pas en vouloir aux jeunes d'aujourd'hui maintenant d'être comme ça, de manquer de valeur, genre par exemple la valeur de l'argent, de plein de choses comme ça, le goût du travail et ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, si tu veux, ils sont arrivés dans ce monde-là. Ils sont arrivés dans un monde qui était déjà comme ça, ultra digitalisé, avec où tous les gens qui sont mis en avant, tu sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais ils ont réussi, tu sais même pas pourquoi. Et juste l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie, comme s'ils avaient gagné au loto et qu'ils étaient en vacances toute l'année, tu vois. Comment tu veux expliquer à un gamin de 14 ans qui est en cours, qui déjà se fait chier à l'école, on lui dit putain mec, t'es pas bon à l'école, faudrait que tu ailles faire boulanger ou je sais pas quoi, ou mécanicien. Et le mec, dès qu'il ouvre son portable, à chaque fois, il voit un mec avec un survêt de Gucci à Dubaï, avec une Lambo, avec sa meuf, avec ses potes en train de faire n'importe quoi, où tu as l'impression que c'est le mec du quartier à côté, qui est à côté en train de vivre sa meilleure vie, tu vois, alors que le mec, il a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'il dit qu'il est influenceur. Et donc, quelque part, tu vois, voilà, c'est quand tu es éduqué là-dedans ou dans ce monde-là, tu connais pas une autre réalité. Donc, quelque part, j'en veux pas aux jeunes, mais je sais pas, ça me fait un peu flipper ce truc-là. Je pense que si tu veux, Internet, c'est un outil qui est formidable et ça allait tellement vite qu'en fait, on ne l'a pas contrôlé. Et je pense que du coup, on n'en a pas. Tu peux mettre tout et n'importe quoi sur Internet. Après, ça appartient à chacun de se faire son avis, son jugement et tout. Mais je pense que le problème, c'est du coup, les parents, etc., n'ont pas été formés ou éduqués pour éduquer leurs enfants sur ça, tu vois. Et je pense que c'est un réel problème. Comment tu veux expliquer à un mec, même un gars qui n'a pas beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, mais qui se démerde bien, va pouvoir aller faire 4000 balles sur Internet, tu vois.
Et tu vas lui dire, mon pote, faut que tu ailles faire serveur pour 1300 balles et bosser 40 heures par semaine. Enfin, je veux dire, quand tu vois ça, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça te décourage. Ça te décourage. Mais parce que les jeunes, justement, le fait de ne pas se voir les uns les autres, etc., n'ont pas cette valeur qui, du coup, n'a pas de prix, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'aventure humaine et tout ce genre de choses-là. Parce qu'avoir un travail, c'est pas juste gagner de l'argent. Avoir un travail, c'est apprendre quelque chose. C'est du coup, c'est devenir quelqu'un, c'est prendre confiance en soi, c'est rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, c'est ce qui fait basculer aussi ta vie, tu vois. Parce que rencontrer des gens, c'est les opportunités. Et les opportunités, elles n'arrivent pas chez toi derrière ton téléphone portable. Et ça, personne, ça n'arrive pas. Tu peux rester dans ton canapé devant ta télé à mettre les Princes de l'amour et regarder Instagram. Il n'y a pas un mec qui va venir sonner à ta porte en te disant hey, salut, ça va, écoute, suis-moi, j'ai une opportunité pour toi. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Soit tu crées quelque chose par toi-même, soit il faut que tu t'ouvres au monde pour le faire. Et pour ça, il faut se bouger le cul, il faut justement aller faire des rencontres et plein de choses. C'est ce que j'expliquais notamment à mon petit frère Enzo, qu'on a parlé tout à l'heure, qui est préparateur physique dans le milieu du football. C'est très compliqué, parce que c'est un milieu qui est très fermé aussi, où il faut connaître des gens, il faut un réseau. Je lui dis, mais va faire des stages gratos. Balek, en fait, tu vois. Plus tu sors, plus tu rencontres de monde, plus tu auras de chances de tomber sur quelqu'un qui connaît un tel ou qui te fera rentrer quelque part. Tu vas multiplier les opportunités. Multiplier les opportunités. Sors, ouvre-toi au monde, rencontre des gens, va faire des choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui encourage les jeunes à ça, tu vois. Et je ne sais pas si quelqu'un leur dit, quoi. Donc, bon, on est dans une société qui a, en 10-15 ans, qui a explosé sur le digital, mais rien n'a changé à côté. Donc, tu vois, il y a un gap entre les deux qui est juste incroyable, tu vois. Aujourd'hui, des gamins de 12 ans, ce qu'ils vivent sur les réseaux, et après, tu les amènes au collège. Enfin, même pas, enfin, ils rentrent au collège. Mec, il y a 50 ans en arrière, quoi. Donc, voilà, je sais pas si... Aujourd'hui, le problème, c'est qu'entre le digital et la société, il y a un truc qui n'est pas adapté, tu vois. C'est deux mondes différents, quoi. C'est complètement deux mondes différents, et du coup... ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que les jeunes ils soient complètement zonés, tu vois. Et j'en vois énormément, ils sont perdus et compagnie. Et du coup, je ne sais pas vraiment où ça va aller là-dedans, tu vois. Et ça me rend, comment dirais-je, un peu triste, tu vois. Ce qui me rend triste, c'est pas que les gens fassent des choses que moi, j'apprécie pas, tu vois. C'est comme si tu vois, tu regardes les mecs qui marchent aujourd'hui en musique ou quoi que ce soit, ou tu sais, genre des maîtres Gims, des machins, des mecs populaires, toi, tu kiffes pas du tout ce qu'ils font, tu vois. Moi, je m'en tape, tu vois. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, comme les jeunes, s'ils ont envie de faire influenceur ou quoi que ce soit. Le problème, ce qui m'attriste, c'est que je vois que les gens sont perdus, ils ne font rien. C'est ça, en fait, le problème. Et ça me fait flipper, tu vois. Donc, bon. Triste analyse hein, que j'ai là. Hein. C'est une analyse objective, c'est ton analyse, je la comprends, je la partage. Les amis, le monde actuel, il est très digitalisé, mais l'être humain reste le même en soi. L'être humain n'a pas changé. Et il y aura toujours des personnes qui font les choses et des personnes qui regardent les autres faire les choses. Théo est un exemple de travail et de détermination à toujours vouloir rebondir, à faire plus de choses, à avancer personnellement, professionnellement, sportivement. Tout ça, ça se joint. C'était un plaisir de discuter avec toi, Théo. Je pense que ce podcast va motiver un nombre de personnes assez incroyables qui ne sont pas forcément dans ton univers. Donc, merci encore une fois d'être venu. Pour retrouver Théo, on l'a dit tout à l'heure, mais Instagram, Théo Le Guerrier, sa chaîne YouTube, suivez-le. La notoriété est quand même assez importante. Aujourd'hui, à l'ère du digital, c'est important d'avoir des abonnés. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc, suivez-le. Vous allez voir, il transmet que des good vibes, que de la détermination, etc. Merci encore, Théo. C'était super cool. Ah, merci à toi. Hein. Et merci à tous les gens qui vont écouter ce podcast. Ce podcast, pardon. Podcast, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore à Théo et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Salut tout le monde.